Mon mari, il en voulait pas, hein. En plus, on avait une situation financière à l'époque qui permettait pas de garder un enfant. En plus, c'était fort rapproché, tout ça. Il a été gentil, il m'a dit tu fais comme tu veux, c'est toi qui décides. Mes parents, ils m'ont soutenue dans mes démarches. Ma grande sœur, elle m'a soutenue aussi. Par contre, ma petite sœur, elle n'a pas du tout compris ma décision. Et ça a été d'une grande violence. Elle m'a envoyé des vidéos sur les réseaux sociaux comme quoi j'étais un assassin, que j'allais tuer un enfant innocent. Enfin vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal. On a eu rendez-vous à l'hôpital. C'était un monsieur qui m'a fait une échographie et j'avais dit que je voulais me faire avorter. Donc je lui avais demandé de ne pas mettre de son, je voulais rien entendre, je voulais pas voir non plus. Il a fait exprès de tourner la télé vers moi, de mettre le son, pour culpabiliser, hein. C'était vraiment, ça se voyait que c'était fait exprès, quoi. Il a fait exprès, il a dit à mon mari, oui, il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, c'est malheureux. C'était vraiment tout pour culpabiliser, quoi. Qu'elle ressente comme un tribunal. Or, si le législateur est appelé à modifier les textes en vigueur, c'est pour mettre fin aux avortements clandestins, qui sont le plus souvent le fait de celles qui, pour des raisons sociales, économiques ou psychologiques, se sentent dans une telle situation de détresse qu'elles sont décidées à mettre fin à leur grossesse dans n'importe quelles conditions. 50 ans après l'apparition de la loi Veil, l'interruption volontaire de grossesse est à nouveau remise en cause. Fin juin, la Cour suprême des États-Unis est revenue sur la loi en votant un arrêt permettant aux États de choisir la législation en termes d'IVG. En France, plus de 222 000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées chaque année. Près de 50% concernent les femmes de 20 à 30 ans. Une étude révèle qu'il manquerait 8 000 structures médicales pour la pratiquer. Fin septembre 2021, le docteur Lenné a créé le premier centre de France consacré à l'avortement, l'Institut médical Simone Veil. Bonjour docteur Lenné. Bonjour madame. Vous êtes donc fondatrice de ce centre, mais vous êtes également vice-présidente de l'Ordre des médecins de Seine-Maritime. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer ce centre et combien de femmes avez-vous accompagnées depuis qu'il est ouvert ? Alors l'idée de la création de ce centre, c'est parce que je pratique des IVG médicamenteuses en ville depuis que la loi nous l'autorise en 2005 et que j'avais une activité hospitalière pendant plus de 22 ans dans un centre d'orthogénie, en gynécologie sociale et en prise en charge des IVG. Et donc en identifiant tous les freins à l'accès à l'IVG, découvrant que les femmes arrivaient bien tard et se retrouvaient en IVG chirurgicale ou en IVG médicamenteuse, mais à des termes avancés, alors qu'elles connaissaient le début de la grossesse très précocement, j'étais convaincue qu'en organisant un maillage territorial très resserré, ça facilitait et la visibilité pour les femmes, d'avoir une information rapide, précoce, pour ensuite avoir le choix et prendre le temps de faire les choses comme la loi leur permet. Actuellement, on est une équipe un peu plus consolidée, donc ce sont des médecins ou sages-femmes libéraux qui viennent, en plus de leur pratique dans leur propre cabinet, ils demandent un exercice en si distinct, et donc on est une équipe pluridisciplinaire avec, en moyenne actuellement, on reçoit 40 femmes par semaine, et au départ j'étais toute seule avec mon confrère le docteur Puech, qui fait l'activité ici au centre depuis le début et qui se bat avec moi pour essayer d'avoir des subventions, une visibilité. Mais en fait, c'est les femmes qui plébiscitent le centre parce que par le bouche à oreille, tout de suite elles prennent des rendez-vous et le souci, c'est qu'on n'a pas assez de rendez-vous à offrir. On a fait plus de 850 consultations. Qui dit consultation veut dire plusieurs rencontres avec les femmes. Et on a réalisé un peu plus de 190 IVG. Or, en Normandie, les derniers chiffres de 2020 montraient que, en moyenne, les praticiens qui réalisent des IVG, sages-femmes ou médecins, envoyaient 14 par an. Voilà l'écart, la différence. Sur plus de 900 généralistes de la métropole rouennaise, seulement 31 pratiqueraient à l'heure actuelle l'interruption volontaire de grossesse. Comment on peut expliquer que certains médecins refusent encore de faire une IVG ? Alors, c'est pas qu'ils refusent, c'est que en fait, ça nécessite une formation spécifique.
Et en étant praticien, on a tellement de pathologies à prendre en charge, je comprends tout à fait qu'il n'ait pas envie de se spécialiser là-dedans, d'autant plus que vous avez vu les freins, même lorsqu'on est spécialiste. J'ai formé, donc je suis formatrice pour la pratique de l'IVG médicamenteuse en ville avec 2 autres collègues qui sont sur la métropole, et on observe que, et les thèses l'ont aussi confirmé, lorsqu'on forme par exemple 10 médecins ou sages-femmes à la pratique de l'IVG, finalement il n'y en aura que 2 qui le feront de façon régulière, parce que c'est compliqué dans la prise en charge au quotidien. Or l'IVG, la demande d'IVG est une urgence. Et l'urgence, si on la reçoit au cabinet, nous, une décompensation cardiaque, diabétique ou autre, ou infectieuse, on le gère en urgence. Mais une demande d'IVG, avec toute l'information qu'il faut donner, tout ce qu'il faut, le champ qu'il faut regarder autour de la patiente ou du couple, c'est extrêmement complexe. Donc le but, c'est pas que tout le monde ait envie de faire ou fasse des IVG. Et il faut avoir aussi l'habitude, avec une expérience pratique, de pouvoir rassurer les patientes, réorienter vers les centres d'orthogénie en chirurgie selon l'intensité des saignements. Donc il faut être très à l'aise avec la gynécologie et l'urgence gynécologique. Donc si on entend ce que vous dites, on peut dire que finalement, faire une IVG, même en 2022, c'est toujours un parcours du combattant. Alors, j'ai la prétention de penser que si plusieurs centres, et c'est mon souhait de développer avec le label Institut Médical Simone Veil, dans chaque département, s'il y a un centre comme ça avec un maillage regroupé, et bien sûr on travaille avec les équipes d'orthogénie, eh bien on facilite la prise en charge des patientes. Il n'y a pas besoin à chaque coin de rue d'avoir des praticiens qui pratiquent l'IVG. Et les patientes seront les premières à vous le confirmer, puis l'histoire nous le dira. Quand on toque finalement à votre porte, on prend rendez-vous avec vous, comment ça se passe? Alors, elles prennent rendez-vous avec nous via Doctolib. Donc ça pourrait être, je ne veux pas faire publicité, ça pourrait être un autre, mais c'est une structure facilitante parce qu'il y a des créneaux ouverts. Elles prennent rendez-vous, qu'elles aient déjà fait une écho, un bêta-HCG ou rencontré un confrère, qu'importe, lors du premier rendez-vous, on reprend tout le contexte, ce qui se passe, le pourquoi, là où elles habitent, parce qu'il y a une règle, il faut qu'elles habitent à moins d'1 heure, parce qu'on a des patientes qui viennent de Paris, et du coup je continue à les accompagner, mais je leur dis non, l'IVG, il va falloir que ce soit fait près de votre domicile à Paris. Pourquoi? Parce qu'il faut être à moins d'1 heure d'un centre référent, et les médecins qui pratiquent l'IVG doivent être conventionnés avec les hôpitaux autour de leur lieu d'exercice. Et je ne suis pas conventionnée avec les hôpitaux parisiens. Et donc, dès lors qu'elles viennent à cette première consulte, comme il n'y a plus le délai de réflexion de 7 jours, mais il est nécessaire d'apporter la question, de laisser le questionnement à la femme ou au couple, de bien être très au clair de toutes les informations qu'on leur donne. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte qui n'est pas facile pour les femmes de découvrir une grossesse inattendue, pas toujours désirée. Et donc, bien souvent, je leur donne rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. Entre deux, on a fait l'écho, ou bien elle l'avait, et là, on peut donner les médicaments qui stoppent la grossesse, c'est la mifégine, et 48 heures plus tard, elles prennent chez elles les comprimés qui vont déclencher la fausse couche. J'utilise le mot fausse couche, voilà, pour dire que c'est des forts saignements avec les précautions d'usage, et surtout, j'insiste sur l'importance de la consultation post-IVG, parce que, en quelque sorte, elle finalise. Ça termine la boucle de tout ce processus qui est quand même un peu traumatique, mais qui ne doit pas rester comme un traumatisme, mais rester une cicatrice de la vie, comme on a des accidents dans notre vie, des difficultés, et pouvoir rebondir avec une contraception bien comprise, une réassurance. Et puis surtout leur proposer, mais ça dès le départ c'est obligatoire, de conseiller avec une conseillère familiale un entretien. Malheureusement il n'y en a plus beaucoup. C'est très difficile d'avoir les rendez-vous, mais c'est nécessaire et c'est obligatoire de le proposer aux femmes. Et alors au début de cette vidéo, on va avoir une femme qui va dire qu'elle a eu un médecin qui l'a dissuadée de faire son IVG. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Alors, je peux réagir sur 3 plans. En tant que femme, c'est abominable. Heureusement que j'ai jamais eu à vivre une chose pareille. En tant que médecin,
c'est gravissime, et en tant que vice-présidente de l'ordre, c'est une faute déontologique gravissime et qui est punie par la loi. Et la loi, le code de déontologie est dans le code de santé publique, et c'est répréhensible et gravement, toute entrave à l'accès à l'IVG. Quand on voit la situation actuelle aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un risque que la loi Veil soit modifiée, voire supprimée en France? Tout à fait. Malheureusement, ce qui est fondamental dans une société, c'est d'avancer vers l'avenir, mais en comprenant l'histoire. Et si on oublie lors des cours des collégiens, des lycéens, de rappeler le corps, le droit, etc., et tout ce qui est autour de la santé sexuelle, c'est gravissime, et on peut arriver dans des dérives de société qui font marche arrière en oubliant l'histoire. Et on sait très bien, l'OMS sort les chiffres régulièrement, d'interdire l'IVG dans certains pays du monde n'a jamais fait baisser le taux de l'IVG. Et par contre, a augmenté avec une surmortalité de femmes gravissime et énorme. Les chiffres sont contestables dans certaines études parce que l'OMS a des grandes difficultés à obtenir tous ces chiffres. Mais c'est la réalité de santé. Et en France, tout peut arriver aussi. Donc si je comprends bien, on peut faire un bond dans le passé. Oui. Donc des IVG finalement hors la loi qui risqueraient de faire mourir nombre de femmes. Autrefois, lorsque j'étais tout jeune médecin, à l'hôpital, on nous apprenait deux dogmes. Toute femme qui saigne en arrivant aux urgences peut être une grossesse extra-utérine. Ça, c'est toujours valable. Ou douleur pelvienne, il faut penser à la grossesse sur une trompe. Mais aussi, l'autre dogme, c'est toute fièvre avec des douleurs pelviennes, jusqu'à preuve du contraire, c'est une IVG clandestine, enfin non prise en charge. Mais ça, c'était autrefois. Et depuis la loi, grâce à Madame Veil, ça n'existe plus du tout en France. Est-ce que vous avez connu justement le moment où la loi n'était pas encore passée? Non, j'ai 56 ans. Mais par contre, j'ai suivi beaucoup de patientes, et notamment un jour je suis arrivée en visite chez une vieille dame qui avait une magnifique propriété, etc. Et elle était dans son canapé avec une télé comme je n'avais jamais vue, et elle était en train de pleurer dans son cabinet, et c'était un très très beau film qui a été fait avec le drame d'une femme qui vivait l'IVG avec une fausse d'ange, et le traumatisme et la violence, et la femme s'est mise à pleurer et m'a dit « mais c'est ma vie, j'ai vécu ça ». Et lorsque j'ai su que j'allais vous rencontrer aujourd'hui, l'autre jour quand on s'est téléphoné, j'avais une patiente dans mon cabinet, une dame qui a 82 ans et qui ne m'avait jamais dit, je lui ai dit bah, c'est pour une interview, et elle m'a dit « mais moi j'ai vécu ça, j'étais à la pont de l'Arche, j'étais toute seule ». Et elle m'a raconté ça. Donc c'était dans les années 60, j'imagine? Ah bah, c'était avant que Madame Veil fasse ce combat qui a été tellement lourd qu'on lui a fait écouter avec le transistor à l'Assemblée les bruits du cœur. C'est infamant. Donc les confrères sur l'ensemble des territoires, pour en revenir à votre question tout à l'heure, certains peuvent être en dérive, mais vous savez, l'humain a une part d'ombre, et il faut pouvoir révéler toutes les violences faites aux femmes. Il faut révéler les dérives professionnelles. Mais notre devoir, on a quand même une belle société française avec une sécurité sociale et un État qui a beaucoup aidé, parce qu'il n'y a plus du tout d'avance de frais. Autrefois, le forfait IVG, les femmes l'avançaient et étaient complètement remboursées. Maintenant, elles n'ont plus du tout à l'avancer. Donc c'est un grand pas. Le petit pas, c'est que les médecins ne sont pas du tout assez rémunérés par rapport à leur charge et au temps que nécessite la prise en charge d'IVG, et ça explique aussi le frein aux prises en charge. Est-ce que vous pensez que inscrire la loi Veil dans la Constitution, ça aiderait à protéger ce droit des femmes? Je pense vraiment, mais toutefois ça dépend de comment ça va être rédigé, parce qu'on ne peut pas imposer à tous les médecins de savoir le faire. On n'a pas les mêmes compétences. Et il faut être respectueux du corps médical qui, pour des raisons très personnelles, ou même parfois pour un traumatisme personnel, ne peuvent pas. Et leur devoir, c'est d'accompagner et d'adresser vers des centres experts. Et voilà, tout dépend de la rédaction. Mais
Je pense que c'est fondamental. Ici, au centre, je craignais d'avoir plus de soucis, mais on a eu quand même 10% de rendez-vous pris qui étaient en fait des arnaques pour bloquer nos prises de rendez-vous. Et ce sont des rendez-vous qui n'étaient pas honorés. Quand je rappelais, finalement, c'était des numéros avec personne qui répondait. C'était pour saturer notre agenda et éviter des femmes à avoir des rendez-vous dans les délais. Quand j'ai fait des recherches justement pour réaliser ce sujet, je suis tombée sur une page Facebook. Il me semble que c'était en gros pour recueillir des témoignages de personnes qui avaient réalisé une IVG. Mais en fait, c'est avéré que c'était une page des militants pro-vie, qui en fait, tous les témoignages étaient tournés dans le sens où l'IVG était juste quelque chose d'horrible, que ça avait complètement brisé la vie des femmes. Comment est-ce que vous réagissez à ces militants pro-vie qui sont maintenant très nombreux en France? Je pense qu'ils ne sont pas si nombreux, mais ils ont une force motrice impressionnante. C'est lorsque, idem, on va sur les sites internet, sur la contraception ou sur l'IVG, en moteur de recherche, ils arrivent presque en premier lieu parfois, et les gens qui sont, les femmes perdues dans cette demande d'IVG, n'y font pas attention et ils vont chercher des renseignements là-dessus. Donc c'est à la charge de l'État, de nos institutions, de continuer à promouvoir et de faire attention à tous ces moteurs de recherche pour mettre les vrais sites d'information pour les patientes en premier lieu. Et on n'empêchera pas dans notre monde moderne, les gens qui communiquent, c'est toujours pour dire du mal. Ceux qui ont vécu quelque chose de bien, ils n'ont pas non plus envie de le mettre sur Internet. Par contre, ici, un journaliste était venu et avait interviewé des femmes. Et en fait, depuis que je pratique des IVG, ça rend humble d'écouter le parcours des femmes ou le couple. Et je pense que surtout, on ne peut jamais juger. Et c'est toujours une rencontre surprenante de voir par quel méandre finalement la grossesse est là, malgré une contraception aussi bien souvent, et il faut le dire, et des aléas de la vie. L'IVG en France actuellement, pour 2 tiers des fois, est prise en charge par médicaments, mais au terme de 8 semaines d'aménorrhée et demie. Ce qui est un terme où vraiment, plus on avance dans le terme par rapport à l'IVG médicamenteuse, plus c'est quand même douloureux. Et avant, ça veut dire qu'il y a eu ces 8 semaines d'aménorrhée et demie, donc 6 semaines et demie de grossesse, compliqué pour le mental de la femme de savoir qu'il y a une grossesse qu'elle ne souhaite pas garder et qui est là. Et l'avantage d'une prise en charge très précoce, mais avec le respect de la loi, et ça c'est fondamental, il ne faut pas brûler les étapes, et ça va très vite, mais avec tous les messages d'information pour la contraception, pour le repérage des violences, etc., on est arrivé ici au centre à une moyenne de 6,5, 7 de semaines d'aménorrhée. Et au bout d'1 an, il y a une thèse d'un étudiant en médecine qui va sortir avec tous les chiffres vraiment certains de l'activité du centre, et c'est un grand progrès pour les femmes, je pense. Les centres de planification, le planning familial, c'est le socle du respect de la prise en charge de l'IVG, et c'est ce tandem entre nous, la médecine de premier recours et les centres d'orthogénie et le planning familial qui est fondamental. Ça, il faut à tout prix le rappeler. Est-ce que vous auriez une citation de Simone Veil qui vous vient à l'esprit à l'actuel? Oui, je vais peut-être mal l'énoncer, mais Madame Simone Veil a dit « Aucune femme ne recourt à l'IVG de gaieté de cœur, et il suffit de les écouter. » Merci. Merci à vous.